à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la première de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Le Puy du Fou, situé aux Épaisses, vient d'ouvrir ses portes et à en croire les premiers échos, cette saison 2016 semble être celle de tous les records. Dépassera-t-elle la barre des 2 millions de visiteurs de l'année dernière, avec notamment le lancement du Dernier Panache, nouveau spectacle consacré à Charêtre et qui a coûté la bagatelle de 19 millions d'euros, soit l'équivalent d'un budget d'une belle production cinématographique française. Et c'est d'ailleurs, au dire de ses dirigeants, le plus gros investissement jamais réalisé pour un spectacle au sein même du Puy du Fou. Alors justement, le Puy du Fou se doit-il de créer toujours plus grand et toujours plus haut pour surprendre son public, pour peut-être aussi se surprendre lui-même? Et les derniers prix internationaux qui ont consacré le Puy du Fou, comme par exemple le meilleur parc à thème au monde, à quoi servent-ils? Sont-ils des curseurs de bonne santé pour le Puy du Fou? Eh bien, ce sont toutes ces questions et bien d'autres encore que nous allons poser à nos deux invités qui sont sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille les filles du mardi, Laure et Leslie. Ça va bien? Très bien, très bien. Alors, cette semaine, Oui. Laure, tenue d'entreprise. On déconne pas. Hein. Ah non, c'est sérieux. Autant cette la semaine dernière, on a déconné, mais là, je on me suis dit, déconne là, j'ai fait quelques chroniques drôles, mais je vais faire une chronique. On ressent les Je me choses. suis dit, il y a le Puy du Fou qui vient. Oui, Ça tout de suite, rigole ça pas. impose les Ah choses. bah oui, Oui, voilà. d'accord. Je me Donc, suis dit, tenue le maquillage après la ménopause, c'est moins... C'était moins en relation Voilà. avec le thème de l'émission. Donc, tenue d'entreprise, contrainte ou valeur ajoutée, point d'interrogation. Très bien, vous avez bossé. Leslie, Oui, voyage aux États-Unis? voilà. On va parler de voyage aux États-Unis qui s'est pas hyper bien passé. D'accord. Et on va Une parler histoire d'une d'assurance assurance vie. Ouais. Ça faisait non, mais longtemps. parce que Ça faisait longtemps qu'on en Mais avait oui, pas parlé. je sais bien, là, je suis un peu toujours sur Ah le ouais, même sur l'assurance vie. thème. Ouais, mais là, je viens de le gagner, là, ce dossier, j'étais vraiment contente de moi. En clair, vous faites votre pub, quoi. Un petit peu. Voilà, d'accord. Voilà. Je rappelle juste que Leslie est juriste à UFC Que Choisir à La Roche-sur-Yon. On en parlera tout à l'heure. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Et à côté de vous, Laurent Albert, vous êtes le directeur général du Puy du Fou. Bonjour. Bonjour Laurent. On va parler de cette nouvelle saison. Alors, le Puy du Fou s'est ouvert le 2 avril dernier, c'est ça? Oui. Sur notamment un nouveau spectacle dont on va parler qui s'appelle Le Dernier Panache. On aura d'ailleurs des images tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Ça fait un petit mois maintenant d'ouverture. Je me retourne vers le président d'abord. Comment se présente cette nouvelle saison? Est-ce qu'on peut déjà trouver des tendances? Est-ce que ça se passe bien? Donner une tendance, c'est un peu tôt, mais enfin, les réservations sont très bonnes. C'est vrai que pour nous, c'est ça qui nous donne d'une certaine manière un peu la tendance, c'est les réservations. Alors, les résas on appelle ça les résas dans le métier, c'est-à-dire sont vraiment assez impressionnantes, spectaculaires pour la saison qui vient. Donc, pour l'été, elles sont particulièrement élevées. Voilà. Maintenant, on n'aime pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, comme on dit. Vous êtes prudent? En Vendée, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Voilà, exactement. c'est un peu l'expression qu'on emploie au Puy du Fou. Au Puy Donc, du Fou, ouais. il faut... Enfin, c'est pas très gentil pour nos visiteurs. Donc, il faut comparer les bouses, mais c'est pas plutôt trop. attendre. Pour l'instant, c'est vrai que la première tendance est très bonne. C'est vrai qu'on a ouvert le 2 avril, contrairement à l'année passée où on a ouvert le 11 avril. Donc, À cause des vacances, je suppose. À cause des vacances. Ouais. Du coup, on a un élément de comparaison qui est un peu faussé parce que comme on a ouvert 8 jours avant, on ne peut pas vraiment juger la fréquentation par rapport à l'année dernière. Voilà. Mais enfin, la tendance est quand même plutôt plutôt bonne. bonne. Voilà. Le public que vous avez justement à cette période-là, c'est un public plutôt local, français. Comment ça se passe? C'est vraiment le public des vacances. Donc en fait, Ouais. quand les vacances, en l'occurrence, Parisiens. sont sur notre zone, eh bien, c'est le public de notre zone, c'est-à-dire de la région. En revanche, à partir de maintenant, c'est plutôt le public parisien, parce que ce sont les Parisiens qui sont en vacances. Donc voilà, on voit effectivement vraiment par zone, on voit toute la France qui vient en ce moment au mois d'avril, vraiment en fonction des zones de vacances. Aujourd'hui, je me retourne vers vous, Laurent Albert. On parle du Puy du Fou avec énormément de superlatifs. J'en ai fait d'ailleurs la preuve dans mon introduction. Surtout d'ailleurs depuis l'obtention de vos prix, et notamment de meilleurs parcs au monde. Il y a une sorte comme ça de fulgurance, on a l'impression. Alors qu'en fait, non, pas tant que ça. Le Puy du Fou, ça a mis du temps avant de s'installer depuis 78. C'est comme toute belle aventure, toute entreprise en fait. Il faut bien sûr, il a fallu développer d'abord la Ciné-Cénie. Le Puy du Fou a commencé en 1978 avec la création de la Ciné-Cénie, l'ouverture du Grand Parc en 1989, et ensuite le Grand Parc. Alors qu'on n'avait pas les moyens, on avait simplement des idées de spectacles. Il a fallu tout inventer, tout créer, tout développer. Sur une zone quand même qui fait maintenant un peu plus de 500 hectares, le Grand Parc c'est 65 hectares, plus la cité nocturne, etc. Donc il a fallu année après année donc, bâtir, construire, développer. On avait beaucoup d'idées, mais c'est tout ce qu'on avait, on n'avait pas de moyens financiers à l'époque. Donc nous avons bâti la première étape de ce Grand Parc pendant 10 ans. Ensuite on a eu un virage important à partir des grands spectacles tels que le Fort de l'An 1000 en 97, le Stadium Gallo-Romain en 2001, et ensuite la cité nocturne à partir de 2007, création de la Villa Gallo-Romaine qui a vraiment donné... l'appartenance du Grand Parc vraiment dans les grandes destinations de tourisme français.
Et puis ensuite, la création donc, de tous les très grands spectacles à partir de Mousquetaires de Richelieu. Là, notre première salle, le premier spectacle qu'on a situé donc, dans une belle salle. Ensuite, il y a eu aussi le développement du Grand Noël, quand même, où à Noël dernier, on a dépassé les 100 000 visiteurs à Noël dernier, au mois de décembre, c'est pour une première. Et puis ensuite, on a eu le flux des visiteurs, comme le disait Nicolas, de destination. Avant, on était un parc régional, un petit parc régional. On a commencé à passer plus d'une journée de visite, donc on a eu des visiteurs de destination. La destination en France, à peu près, c'est 4 heures de route. Au-delà de 4 heures de route, on déclenche une nuitée. Donc ces visiteurs de destination sont mêlés aux revisiteurs de la région, puisque les régionaux, évidemment, reviennent avant 2 ou 3 ans. Donc là, et le fait qu'on produise des nouveaux spectacles tous les ans, ces visiteurs donc, reviennent régulièrement avec les visiteurs de destination qui, eux, redeviennent aussi des revisiteurs. Parce qu'une fois qu'ils ont goûté, même s'ils viennent de Lyon, de Marseille ou de Paris, lorsqu'ils sont venus au Puy du Fou, ils reviennent avant 3 ans. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, évidemment, la création, la créativité, la puissance de créativité du Puy du Fou, bien sûr, est gagnante. Et voilà, ce ne sont pas que des investissements, ce sont des paris d'entreprises assez fous. Et ça finit évidemment par payer et à faire revenir ces visiteurs qui nous notent aussi tous les jours. Je crois que c'est 60% de vos visiteurs qui 60% de taux de revisite, exactement. Ça, c'est très important. Donc il y a une fidélisation en fait du public. Bien sûr. Une fois que vous avez goûté au Puy du Fou, vous voulez y revenir. Donc après, évidemment, la difficulté, c'est d'avoir un nombre suffisant donc, de lits, de chambres d'hôtel ou de gîtes parce que vous êtes aussi dans la région ou de camping, donc avoir une offre importante de restauration, d'hébergement, et nous on fait le reste dans notre créativité. Est-ce que j'ai l'impression, alors après c'est une impression personnelle, mais l'obtention notamment de prix internationaux, notamment 2012 et 2014, meilleur parc au monde, c'est ça, et puis le dernier l'année dernière pour la meilleure attraction, l'Oscar de la meilleure attraction pour les Amoureux de Verdun. Est-ce que le point d'achoppement, c'est pas 2012 justement, où là on a commencé entre guillemets à s'intéresser au Puy du Fou parce que vous aviez reçu ce prix-là, Nicolas? C'est justement pas un point d'achoppement, mais c'est plutôt un point de décollage. C'est vrai. C'est vrai ça dépend dans quel sens on le prend. Ça dépend dans quel sens on le prend, mais pour nous c'est un point de décollage. Non, c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que le Puy du Fou en fait était déjà un Puy du Fou proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, même si on a fait beaucoup évoluer les choses depuis ces dernières années. Mais les Français le connaissaient peu, parce que les médias s'intéressaient, notamment les médias parisiens, nationaux, s'intéressaient peu au Puy du Fou. Et regardaient ça d'un peu loin, en se disant c'est en dehors du périphérique, peut-être. Un peu avec condescendance aussi. Et donc, en tout cas, il y a un certain nombre de médias qui ne s'étaient pas encore intéressés au Puy du Fou, et qui tout à coup se sont dit si les Américains disent que c'est bien, ça veut dire que c'est vraiment formidable. Donc, à partir du moment où on a la reconnaissance des Américains, eh bien, on avait la reconnaissance de la nation française, médiatique, j'entends, et ça a vraiment joué en notre faveur. C'est vrai que ça a été un décollage incroyable. C'est des dizaines de milliers de visiteurs en plus. Nous on n'a pas changé pour autant. On est resté dans notre ligne créative, etc. Mais c'est vrai que ça a changé surtout au niveau des médias. Et en plus, puisque c'était un prix en même temps international, donc on a eu un retentissement fabuleux également, donc mondial, mais surtout dans les pays européens, parce qu'on reçoit de plus en plus d'étrangers. On a maintenant 14% d'étrangers comme au Puy du Fou, là, donc on traduit en langue étrangère nos principaux spectacles. Donc ça, c'était vraiment un atout important d'avoir ces prix. Juste en étant très curieuse, une journée d'un directeur général et d'un président de Puy du Fou, ça commence comment? Ça commence à quelle heure et ça se passe comment? C'est rapide, surtout en saison. D'abord, c'est varié. En fait, dès qu'on a 2 minutes, nous, avec Laurent, on passe notre temps à parler de stratégie et d'avenir et de création. Quand je dis stratégie pour le Puy du Fou, ça veut dire quelle création, quel nouveau spectacle, qu'est-ce qu'on va créer, dans quel univers on va demain emmener nos visiteurs. Donc là, le dernier panache vient de s'ouvrir, vous êtes déjà en train de penser au prochain et encore au prochain. Depuis belle lurette. On est déjà 2022 là. D'accord. Depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà exactement les créations pour les années qui viennent, mais on affine notre programme en permanence. On est en permanence dans la réflexion, pas simplement d'ailleurs sur le plan de ce qui fait le cœur de notre métier, qui est la création de spectacles, mais aussi tout ce qui va autour du spectacle, par exemple la manière d'accueillir les visiteurs, la manière d'assurer leur sécurité, bien sûr, en ces temps particulièrement troublés, mais la manière je dirais, que l'expérience soit pleine dans les restaurants, dans les hôtels, etc. C'est-à-dire tout ce qui prolonge aussi le voyage dans le temps. C'est pas que l'animation en tant que telle, c'est aussi toute l'ambiance du Voilà, c'est vraiment l'ensemble de l'expérience. Toute expérience de visite. On a dit le mot ensemble, c'est l'ensemble de l'expérience Puy du Fou qui doit être travaillé pour que les gens arrivent, laissent leur voiture sur le parking et leurs soucis. Exactement. Et vraiment qu'on partage ensemble des émotions en famille ou entre amis et qu'on les ramène à la maison pour longtemps. Puis il faut ça doit être une expérience très très forte. Qu'on revienne. Et surtout qu'on se démarque. Notre force, je pense, c'est toujours être original dans tout ce qu'on crée. Voilà, on veut être originaux dans toutes nos créations.
y compris encore une fois les services qui vont autour des spectacles, mais surtout dans nos spectacles. Donc on va avoir beaucoup de choses. C'est ça aussi la journée d'un directeur général ou d'un président, c'est parfois d'aller voyager, d'aller voir d'autres choses, mais c'est surtout de passer beaucoup de temps à la création, puis beaucoup de temps sur le parc aussi. On s'astreint à passer 1 à 2 journées par semaine complètes sur le parc pour vraiment être en connexion avec nos équipes et avec nos visiteurs. On va en reparler justement et on va surtout parler du dernier spectacle, le dernier panache, que j'ai vu dimanche d'ailleurs. Mais d'abord, on va parler tenue d'entreprise avec Laure. Alors, chronique qui ne pouvait pas aussi bien caler que ça. Enfin, vraiment, ce n'est pas un hasard total. C'est pas vrai. Vous ne saviez pas que le Puy du Fou venait sur le plateau, on est d'accord? Voilà, je l'ai pris ce matin. C'est incroyable cette transition. Alors, contrainte ou valeur ajoutée? D'entreprise. Parce que il y en a des tenues d'entreprise spécifiques d'ailleurs sur le Grand Parc, selon les époques aussi. Donc la tenue d'entreprise n'est pas systématique. Toutes les entreprises n'ont pas une tenue d'entreprise. Pourquoi certaines en ont, pourquoi d'autres n'en ont pas? Exactement. Certaines la recommandent, certaines l'imposent, certaines n'en ont pas. J'ai regardé autour de moi en Vendée quel secteur, quelles entreprises avaient une tenue d'entreprise. Il y a la SNCF, qui n'est pas spécifiquement en Vendée, mais enfin, il se trouve que je l'ai vu ici. Il y a des tenues d'entreprise. Des restaurants comme McDo, Quick, etc. Le Puy du Fou. Bien sûr. Des entreprises comme Atlantique. Ouais. Des grandes surfaces de bricolage, les hôtes et les hôtesses de caisse dans les magasins, dans les grands magasins. Les grandes surfaces aussi. Les grandes surfaces, voilà. Alors à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Les sauveteurs aussi. Les sauveteurs sur la plage. Donc l'entreprise ne peut l'imposer que pour certaines raisons. Pour des raisons d'hygiène, donc dans certains secteurs, l'agroalimentaire, etc. Pour des raisons de sécurité, évidemment. Ouais. Ou bien si la personne qui porte la tenue est en relation directe avec le client. Donc c'est le cas pour les vendeurs et les vendeuses, les hôtesses de caisse et au Puy du Fou, les personnes qui sont à l'accueil. Ouais. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse les repérer facilement, qu'on puisse les voir de loin, qu'on sache qu'eux travaillent au Puy du Fou ou dans le magasin. Ça indique une expertise, une certaine expertise. Avec l'uniforme, il affiche son professionnalisme. En plus, souvent, il a un badge avec son prénom. Donc non seulement c'est un professionnel, mais en plus, c'est pas n'importe quel professionnel. On connaît son prénom. Voir son on est grade, déjà, son titre oui, voilà, aussi. on est déjà un petit peu plus proche de lui. Pour le client, c'est plus sympa d'avoir affaire à Adèle ou à Leslie que à machin. Truc vendeur. Un vendeur, voilà. Donc l'idée, c'est d'humaniser le vendeur. Donc ça permet aussi de le valoriser, lui, et de lui donner une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'un vendeur dans un magasin, s'il nous dit un truc et que c'est pas vrai, on sait que c'est Adèle Fugère qui m'a dit que le tournevis, je le trouve au rayon 33, exactement. Alors que pas du tout. Donc il ne peut pas dire n'importe quoi. C'est quand même... voilà, ça le... D'accord. Il est plus crédible et c'est rassurant pour le client. Du point de vue de l'entreprise, une entreprise, elle doit pouvoir se démarquer d'une autre entreprise, et un des éléments qui lui permet de se démarquer, c'est son image. C'est un vecteur de notoriété. Ouais. La tenue professionnelle, ça devient comme une emblème de la marque. Donc selon le choix de la tenue, elle va communiquer une image qui peut être charmante, accessible, professionnelle, sérieuse, cool, branchée, experte, techniquement, voire scientifiquement, avec une blouse blanche. Il y a certaines, dans des publicités, on voit une publicité pour de la lessive ou pour un dentifrice avec un homme en blouse blanche. Ce sont des trucs qui viennent pas d'Angleterre. n'importe quel dentifrice. Ça rigole pas. Il peut être accueillant, rassurant, traditionnel. Certains boulangers mettent une tenue traditionnelle. Comment? C'est des codes de communication quand même. Ah bah c'est des codes de communication. Moi je ne vous apprends rien. Non. Jeune, dynamique, sexy. Il y a certaines entreprises que je ne citerai pas où les vendeurs sont torse nu. Oui, c'est vrai. Avec les plaquettes de chocolat. Peut-être un truc à voir. Peut-être que les gladiateurs notamment. On y travaille. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est vrai que oui, il y a aussi les costumes de spectacle. Oui, bien sûr. Vous ne les oubliez pas. Oui, parce qu'évidemment, quelqu'un qui doit faire le viking en scène a plutôt besoin d'une tenue de travail. Un costard cravate, ça va pas Exactement. marcher. Voilà. Donc l'uniforme, et là aussi pour valoriser la marque, c'est ce que la SNCF par exemple a compris depuis bien longtemps. En 1983, la SNCF a décidé de complètement revaloriser son image, et donc les agents sont passés d'une tenue grise, enfin je sais pas si vous... T'étais moche. T'étais pas née. Elle était moche. Grise, sérieusement. oui, moche, vraiment pas valorisante, à une tenue Ted Lapidus, d'une jolie couleur qu'ils choisissaient. Il y avait un catalogue de tenues pour tous les agents de la SNCF. Donc eux se sentaient bien dans leur tenue et les clients trouvaient plus agréable de les voir, et c'était le début de la revalorisation de la SNCF. Ok. Après, c'est une histoire de coupe. Oui, il y a coupe aussi la coupe. vestimentaire. Mais on verra ça plus tard. On verra l'intérêt pour le salarié tout à l'heure. Alors, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Puy du Fou et plus spécifiquement du dernier panache.
De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au Puy du Fou, à cette nouvelle saison qui vient de s'ouvrir et plus spécifiquement aussi au dernier panache, le dernier spectacle qui vient d'ouvrir aussi ses portes au sein même du Puy du Fou. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite idée, je vous propose de regarder le teaser. Ça, c'est un tout petit aperçu de ce qu'il y a. Moi, je l'ai vu dimanche. Je vous conseille d'y aller parce que c'est assez bluffant. Et je ne dis pas ça parce que Nicolas Devilliers et Laurent Albert sont sur le plateau. Laurent Albert, justement, en tant que directeur général du Puy du Fou, ce spectacle-là, il a été imaginé, rêvé depuis combien de temps? Tout d'abord rêvé avec Philippe et Nicolas depuis 10 ans. Ensuite, ensuite, on est parti du roman de charrette écrit par Philippe, évidemment, qui faisait 400 pages, qui était énorme. On a réduit tout ça donc à une trentaine de scènes, puis à une vingtaine. Et en fait, la difficulté, c'était de placer les visiteurs au milieu de ces 20 scènes. Donc, on avait soit la possibilité d'être devant un écran cinéma et avoir des acteurs devant un écran cinéma, donc ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est là qu'on a imaginé cette salle tournante et ce beau projet. Mais ce projet qui nous a fait rêver, qui nous a traumatisés également pendant des nuits de cauchemars et autres. Mais c'est vraiment génial. Maintenant, on est vraiment hyper satisfait, évidemment, du résultat. On le voit bien auprès des visiteurs et de nous-mêmes. On a déjà évidemment des idées d'amélioration. C'est un spectacle vivant par définition. On a beaucoup de choses encore à faire évoluer sur ce spectacle, mais déjà, il est très abouti vraiment pour une première. Nicolas Devilliers, ce spectacle a coûté 19 millions d'euros, je le disais tout à l'heure. C'est l'investissement, je crois, le plus fort, le plus important dans le cadre du Puy du Fou, au moins pour un spectacle. Il y a énormément de techniques dans ce spectacle-là, pas que, mais il y a aussi beaucoup de techniques. Est-ce que justement, c'est pas un peu la course à la prouesse? Est-ce qu'on n'est pas dans cette course-là? Alors, je veux dire, nous, on a une expression qu'on utilise beaucoup avec Laurent, c'est que c'est pas une course aux chiffres. Du coup, c'est vraiment une course à l'émotion. Mais c'est vrai que c'est une expression qui résume bien les choses. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on est dans la phase créative qui consiste à rechercher l'émotion finalement pour nos visiteurs, l'émotion la plus forte, la plus intense possible, mais évidemment en plus elle est dans ce spectacle un peu particulier, cette émotion, parce qu'elle est pleine d'un beau message. On ne compte pas, voilà, en tout cas on compte, mais je dirais on a une double casquette, on est un peu schizophrène quand on crée au Puy du Fou, parce que nous sommes à la fois créateurs et gestionnaires, et en général ce sont des fonctions qui sont découplées dans les entreprises créatives. Alors que nous on fait les deux. Donc on met la casquette de créateur, on n'a plus de limites, y compris financières, et quand on met la casquette de gestionnaire, on fait oula, on est peut-être allé un peu fort sur le crayon, mais c'est en même temps, je dirais, l'expression de l'absence totale de limites dans la créativité que nous avons au Puy du Fou. Et c'est vrai que ces 19 millions d'euros, c'est considérable, on en est conscient. Mais en même temps, quand on voit le résultat, on se dit, bon, ça valait la peine. Mais est-ce que justement l'histoire, et notamment celle de Charrette, puisque c'est de l'histoire de Charrette dont on parle dans le dernier panache, n'est pas au service de la technique, et non l'inverse? Alors, je crois que la technique est vraiment au service de l'histoire. La preuve, c'est que, par exemple, un des éléments techniques les plus marquants, c'est la tribune tournante. Cette technologie, eh bien, on en a beaucoup parlé quand on a fait parler du spectacle. Pour autant, eh bien, on voit que les visiteurs sortent du spectacle en disant « on a complètement oublié que la tribune tournait ». Donc, et vous disiez tout à l'heure hors antenne que vous êtes fait piéger. Je me suis fait piéger. Il y a eu un moment, c'est comme un ascenseur. C'est-à-dire qu'on dit « ça bouge ou ça bouge pas ».
Il y a cet effet-là. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on oublie que ça bouge. Et on oublie que ça bouge. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que la tribune soit un instrument d'émotion et non pas de sensation. C'est pas une tribune qui bouge pour créer une sensation physique, mais pour créer une émotion. Non, parce que ça vibre juste, mais c'est juste, c'est pas un truc dynamique, quoi. Voilà, et ça n'est pas là pour essayer de procurer une sensation corporelle, mais plutôt une espèce de sensation de l'âme, de vibration de l'âme, en fait, pour tout dire, une émotion. Donc c'est vrai que voilà un bon exemple de technologie qui est vraiment mise au service de l'histoire qu'on raconte et non pas l'inverse. C'est toujours le cas au Puy du Fou. Si une technologie commence à prendre le pas sur ce qu'on raconte, alors on l'abandonne. Ou on la modifie en tout cas. Pardon Laurent Albert, il y a une chose, d'ailleurs je vais vous poser la question et à Nicolas Devilliers aussi, il y a une chose qui m'a surpris quand même quand je suis allée voir le dernier panache, c'est qu'il y a, donc vous l'avez dit, une vingtaine de tableaux qui retracent la vie du généralissime vendéen, et il n'y a aucune allusion à la chaboterie, à son arrestation à la chaboterie. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Nicolas ? Oui, dans le scénario, peut-être parce que en 34 minutes, on n'a pas le temps de tout dire et que nous, on s'adresse à 2 millions de visiteurs, dont seulement une toute petite proportion sont vendéens et connaissent la chaboterie. Alors qu'on en parle dans le livre de Philippe Denis. Oui, mais le livre, il fait 500 pages. Là, on a... Là, on a 34 minutes et le livre, il ne se lit pas en 34 minutes. Donc, si on veut aller plus loin, on peut lire effectivement le roman de Charette ou tout autre livre qui s'intéresse à la vie du général. Le roman de Charette est celui que nous conseillons, ça va de soi. C'est pas vrai. Pareil. Mais voilà, c'est vrai qu'en 34 minutes, raconter à des visiteurs dont Laurent disait 14% d'étrangers, donc des visiteurs qui ne connaissent pas la vie de Charette, y compris les Français, personne ne connaît Charette, à part les Vendéens, encore une fois, il fallait qu'on arrive à rendre lisible cette histoire-là en un temps record. Donc on ne va pas donner plein d'éléments qui sont des éléments qui vont venir troubler finalement la compréhension de l'histoire parce que c'est trop riche. Tout comme les guerres de Vendée qui sont traitées simplement sur 1 minute 30. Sur le temps du spectacle. Sur le timing du spectacle. C'est aussi très court aussi en même temps. C'est un choix. Oui, la part des colonnes infernales, qui sont traitées effectivement rapidement, même si en fait c'est une part évidemment très importante. En fait, on s'intéresse vraiment à la vie d'un homme et on entre dans une période de l'histoire dramatique qui s'appelle les guerres de Vendée, qui a tourné d'une manière absolument épouvantable en génocide. Eh bien, on s'intéresse à cette période historique par les yeux de Charette, d'une certaine manière. On regarde cette période par ses yeux à lui. Donc c'est un spectacle qui se veut très incarné. Et je pense que c'est ça la force, c'est qu'on le rencontre, on le découvre quand il est petit enfant, justement avec un vrai petit garçon en scène, et puis on va jusqu'à la fin de sa vie. Et évidemment, ça se termine d'une manière qui est, je pense, pleine d'espérance et d'émotion. C'est vrai. C'est la même chose pour la chronique de Leslie. C'est plein d'espérance et d'émotion. Tout de suite, c'est Leslie. Voyage aux États-Unis. Ouais, alors là, on change complètement de domaine. Pas tant que ça, parce que Charette a été officier de Lafayette. Il y a deux héros de la guerre d'Amérique. C'est incroyable. C'est Charette et Leslie. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on essaye de la mettre en avant par rapport à Charette. Alors, Leslie. Alors, donc, un adhérent qui était venu nous voir parce qu'il avait donc organisé un voyage aux États-Unis, donc par le biais d'une agence de voyage, par le biais d'un circuit touristique. Il avait décidé de faire ça. Tout était déjà programmé, chaque destination était déjà pré-programmée. D'accord. Mais suite au mouvement de grève aux États-Unis, donc je vous dis ça fait maintenant quelques années. Mais ça peut je leur souhaite pas. Non, parce que c'est assez rare. Donc il y avait eu une modification du circuit avec comme conséquence de remplacer les visites des parcs. Donc les adhérents étaient très attachés à ce type de visites par des visites de musées. C'était moins intéressant, en tout cas pour les adhérents. Voilà. L'agence de voyage avait prévenu 8 jours avant le départ et avait annoncé à l'adhérent, parce que l'adhérent avait dit moi je veux annuler le voyage ou je veux mon remboursement. L'agence de voyage avait dit si vous annulez, on annule dans les conditions classiques de l'annulation d'un voyage, donc avec des frais énormes. D'accord. Donc l'adhérent est parti. Mais le Grand Canyon était fermé, la vallée de la mort était inaccessible. Ouais. Donc voilà, sur les ils n'ont pas fait grand-chose, 10 jours de voyage, il y avait quand même des grosses attractions phares, on va dire ça comme ça, qui avaient été annulées et dont ils n'avaient pas pu bénéficier. Donc, à leur retour, les adhérents ont fait une réclamation à l'agence de voyage, parce qu'en principe, toute modification contractuelle peut avoir lieu uniquement si les deux parties sont préalablement d'accord. Donc, les adhérents n'avaient pas obtenu gain de cause en faisant leur réclamation seuls. Donc, ils sont venus voir l'UFC Que Choisir. Donc là, on a fait un courrier à l'agence de voyage en indiquant que là, on était dans le cas d'une force majeure, puisque c'est quoi une force majeure ? Une force majeure, c'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties.
Donc ils y sont pour rien, ils subissent le truc. Ça. Ils subissent le truc, donc on ne peut pas les pénaliser à outrance. Par contre, si on était dans le cas d'une force majeure qui avait entraîné l'annulation du voyage, l'agence de voyage est quand même obligée de rembourser. Okay. Là, par exemple, on avait eu un autre cas à cause de l'ouragan Sandy qui a eu lieu il y a 1 an et demi, où il y avait carrément eu annulation de voyage parce que le vol était annulé. C'était pareil, c'est un voyage à New York aussi, mais qui transitait par Dublin. Et du coup, ça avait été annulé. L'agent de voyage ne voulait pas... non, c'était une compagnie aérienne. On était directement avec la compagnie aérienne. Elle ne voulait pas rembourser. Alors que la force majeure, la règle est, on rembourse quand même le prix payé, mais ils ne peuvent pas obtenir des dommages et intérêts. D'accord. Voilà. Donc, c'est la règle en matière de force majeure. Le prix est remboursé, mais vous ne pouvez pas obtenir de dommages et intérêts. Là, on n'était pas sur une annulation, mais sur une modification du circuit. Donc, la loi prévoit que pour avoir le droit à une indemnisation, il faut quand même que ce soit une modification qui porte sur un élément essentiel du contrat. Là, c'était le cas. Donc là, c'était le cas. Il y avait un tiers des points phares des États-Unis qui étaient annulés. Donc, à la suite du courrier de l'UFC, il a quand même réussi à obtenir 20% du prix du circuit. Pas des billets, mais du circuit. Ah oui. Donc ça faisait quand même... Ouais, c'est pas non plus énorme, on est d'accord. C'est pas énorme, on était sur un voyage de 4 personnes, ça représentait 800 €. Un voyage aux États-Unis, c'est pas une paille quand même. C'est pas énorme. Mais vous disiez que vous aviez pas mal de problèmes, pas avec les États-Unis. Alors pas avec les États-Unis, mais avec les organisations de voyage aux États-Unis, effectivement, on en a eu... Pas mal. On en a eu. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. N'annulez pas vos voyages aux États-Unis. Il y a énormément d'Américains qui nous regardent. On parle pas avec ça, c'est normal. Les États-Unis, ça nous a plutôt réussi. Donc, à chaque fois qu'on y va, on reçoit un prix. Donc, vous voyez, on n'annule pas nos voyages. On ne demande pas de remboursement. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Puy du Fou. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au Puy du Fou, et nous sommes en compagnie de Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, et de Laurent Albert, le directeur général du Puy du Fou. On a parlé du Dernier Panache, qui est nouveau spectacle qui vient de s'ouvrir au Puy du Fou. Laurent Albert, je voulais qu'on parle de la Cinécénie, qui était le moteur du Puy du Fou pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la Cinécénie est un spectacle du Puy du Fou, est englobé dans un système d'animation. Pas du tout, la Cinécénie, c'est vraiment le navire amiral, comme on dit, on aime le dire au Puy du Fou. En fait, on continue d'ailleurs à rêver beaucoup de nouvelles scènes de la Cinécénie qui va être remaniée encore cette année. On va fêter les 40 ans de la Cinécénie l'année prochaine, donc c'est étonnant, 40 ans. Et vous y êtes depuis le début. Oui, bien sûr. Ce qui ne vous rajeunit pas. Et elle attire encore des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs tous les ans. On fait pratiquement 400 000 spectateurs à la Cinécénie tous les ans. Et là, nous sommes déjà pleins, vous voyez. Donc, les tribunes sont remplies. Toutes les dates pratiquement 28 dates, c'est ça? Exactement, 28 représentations, pleines à craquer à 3 mois d'ouverture. Donc c'est étonnant. Donc on pourrait presque commencer les réservations 2017. On ne va pas le faire, parce que techniquement c'est un peu compliqué. Mais la Cinécénie, tous nos rêves aussi, on les met dedans, on investit. Les acteurs aussi ont beaucoup de nouveautés tous les ans, comme cette année. Oui. Et il faut investir aussi bien sur la technologie, sur l'assise aussi des visiteurs, sur tout le confort des visiteurs. Mais ça fait partie part entière de la destination puy-folaise. On peut venir en fait sur le Grand Parc actuellement sans avoir la Cinécénie. On peut venir voir que la Cinécénie. Évidemment, les week-ends, les gros week-ends, il y a Cinécénie Grand Parc. Ce sont des week-ends fermes. Oui, je rappelle que la Cinécénie, où il y a plus c'est de visiteurs. Voilà, ce sont les vendredis et samedis à partir de début juin, 4 juin. Jusqu'au 12 septembre, mais vous pouvez venir au Puy du Fou en voyant que le Grand Parc ou que la Cinécénie, ou voir les deux. Laurent Albert, je l'ai dit, vous êtes Puy-Folais depuis le début. Puy-Folais, c'est ceux qui sont au Puy du Fou depuis 1978. On arrive à trouver du plaisir chaque année. Bien sûr. Alors d'abord avec la double casquette, moi j'ai commencé aussi bénévolement à la Cinécénie. Je suis toujours bénévole à la Cinécénie, tout en ayant mon job entre guillemets de jour sur le Grand Parc. Voilà, je change de casquette le soir et je passe toujours dans l'équipe technique côté lumière. D'ailleurs, ça déstabilise certains journalistes parfois qui me suivent. Ils comprennent pas du tout, mais c'est pas grave. Bénévoles et salariés. C'est pas grave, mais je prends surtout autant de plaisir, le même plaisir sur le Grand Parc que sur la Cinécénie. Sur la Cinécénie, c'est une bouffée d'oxygène pour moi les fins de week-end. Et bon, je serais difficilement chez moi ou ailleurs pendant une Cinécénie, je serais traumatisé.
Et c'est vraiment un moment de plaisir important en même temps. Vous dites pas ça parce que Nicolas Devilliers est à côté Non, pas du tout. Non, mais Laurent, il était là. Mais vous avez l'âge, vous avez l'âge de la Cinécénie. Donc, non, c'est un moment de... En fait, la Cinécénie, c'est pas du tout une contrainte, c'est un moment de plaisir très important. Et pour moi, c'est vraiment ma cour de récréation de fin de semaine qui était très virulente, très dure au niveau du Grand Parc. On a des milliers, on a jusqu'à 23-24 000 visiteurs dans la journée. Donc le soir, ouf, même si on a aussi une charge de rassemblabilité, bien sûr, on a des invités tous les soirs de Cinécénie, tous les gros week-ends, mais c'est vraiment un réel plaisir. Nicolas, vous avez l'âge de la Cinécénie, pratiquement. Pratiquement. Un an près. Vous êtes évidemment le fils du créateur Philippe Devilliers. Est-ce que quand on est justement, quand on a vécu, quand on vit dans le Puy du Fou depuis qu'on est tout petit, qu'on en entend parler, on n'est pas dépositaire de quelque chose, il n'y a pas une espèce de pression quand même sur les épaules en se disant... faut pas que je me loupe, en fait, c'est une pression si je crois ce n'est pas sa vocation. Pour moi, c'est pas une pression parce que je crois vraiment que j'aime ce que je fais tout simplement, et puis je suis entouré de gens qui sont aussi passionnés que moi, et donc il y a un tel esprit de famille, un tel esprit d'équipe au Puy du Fou en fait que si la question est posée personnellement, non, moi je ressens pas une pression, je ressens la question simplement... vous est posée personnellement. Oui, je ressens, j'ai bien compris. Je ressens plutôt effectivement le fait d'être dépositaire d'une forme d'héritage, c'est-à-dire qu'un héritage au sens collectif du terme, pas au sens personnel, parce que le Puy du Fou n'est pas la propriété ni de ma famille ni d'une personne. Ça a été toute l'intuition de mon père quand il l'a créé, ça a été, et aujourd'hui encore, puisqu'il n'a jamais touché un seul droit d'auteur, et il n'a jamais perçu même un euro, un centime de la part du Puy du Fou. Donc on a toujours eu cette démarche, et moi j'ai été élevé là-dedans, dans cette idée que le Puy du Fou finalement est une œuvre portée par une communauté, qui est la communauté puyfolaise. Et c'est ça notre force et notre manière de supporter cette pression, voilà, si on peut appeler ça de la pression. C'est vrai qu'on a une charge, qui est une charge symbolique forte, mais qui est en même temps tellement enthousiasmante. Voilà, elle nous nourrit, moi elle me nourrit, donc finalement je ne pourrais pas me passer de ça. Voilà, c'est presque une drogue, mais une drogue positive, quelque chose qui fait avancer de manière extraordinaire, puis qui nous porte. On va revenir au Puy du Fou et puis on va parler de l'Anneau de Jeanne quand même à la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas poser la question. Mais d'abord, on va revenir sur l'intérêt du salarié de porter un uniforme, entre guillemets. Laure. On a vu tout à l'heure que la tenue d'entreprise, c'est un accessoire de prestige pour l'entreprise, mais c'est aussi un accessoire de prestige pour le salarié. L'attitude, le comportement qu'on a chacun varie en fonction de la façon dont on est habillé, mais même dans la vie de tous les jours. Si le matin, vous vous habillez avec un survêt trop grand, un t-shirt déformé et des vieilles godasses, on ne se sent pas pareil que si on met un joli pantalon, une chemise blanche et une veste. Ça joue bien sûr. Et tout à l'heure, vous parliez des costumes du Puy du Fou, des costumes historiques. Je pense que les acteurs du Puy du Fou, enfin les acteurs bénévoles qui s'habillent avec leurs costumes historiques, ça les met dans la peau du personnage. Ils se sentiraient forcément... les acteurs, ils seraient moins crédibles s'ils n'avaient pas cette tenue-là. Même pour les équipes d'accueil, d'ailleurs, on a la même chose. Oui. Une symbiose pour les équipes d'accueil. Exactement. Ça crée un sentiment collectif. D'appartenance en même temps, bien sûr. Si je vais le dire. Si vous voulez bousiller la chronique de Laure, c'est le moment. Allez-y, Laure. Donc l'uniforme, ça donne aussi à celui qui le porte de l'autorité. Donc c'est le cas, je reviens à la SNCF. Vous avez un dress code, les dirigeants. Très précis. Y compris chaussures. Pardon, Laure, je vous prie. Nos visiteurs, qui sont nos clients, viennent tous au Puy du Fou. Donc on n'expédie pas de marchandises. Nos clients sont nos visiteurs, ils viennent tous. Donc on doit évidemment les accueillir avec ce dress code, c'est important. C'est une manière de respecter le visiteur pour nous, que d'avoir ce dress code, qui est plus qu'un dress code, enfin qui est un uniforme. Donc c'est vraiment une règle chez nous extrêmement importante. C'est une manière de le respecter le visiteur. Exactement. Donc, ça respecte le visiteur, ça donne de l'autorité. C'est sûr qu'il y a un agent de la SNCF, le fait d'avoir une casquette sur la tête. À un moment, les agents de la SNCF ont souhaité retirer, qu'il n'y ait plus de casquette dans l'uniforme. En fait, ils se sont rendus compte que ça leur enlevait de l'autorité. Dans les rames de train aussi. Exactement. Porter une tenue d'entreprise, ça permet aussi d'effacer le statut social. Tout à l'heure, je parlais de l'Atlantique, l'entreprise Atlantique. Chez Atlantique, ils n'imposent pas de tenue, mais ils la proposent et ils la recommandent. Et en fait, tout le monde la porte, du directeur industriel jusqu'à l'opérateur. Ils ont tous la même tenue. Et c'est vrai que ça crée une cohésion d'équipe. Évidemment qu'on se sent plus de la même famille quand on est habillé pareil. C'est vraiment le principe d'un uniforme, même dans l'armée. Donc l'uniforme participe à l'esprit d'équipe. Alors comment la choisir, cette tenue ? On a vu que la tenue professionnelle, elle doit être facilement repérable, elle doit transmettre un message, elle doit valoriser l'entreprise et elle doit valoriser celui qui la porte. Elle doit aussi respecter des critères de sécurité, des critères d'hygiène élémentaires, évidemment.
Et des critères de confort, c'est-à-dire que effectivement, les gens du Puy du Fou, si leurs costumes les grattent, sont lourds, sont trop petits, sont moches, leur plaisent pas, prend pas de plaisir à forcément ils vont. Chaussures pour les dizaines de kilomètres qu'on fait bien tous les sûr, jours. Bien sûr, mais oui, mais c'est une évidence. Forcément, ils prennent moins de plaisir à travailler, ils ont moins le sourire, et donc ça marche moins bien, et ça nuit à l'image de marque de l'entreprise. Donc vraiment, on peut par la forme, la coupe, la couleur, le style de la tenue d'entreprise transmettre tout ce qu'on veut, vraiment. Mais attention, parce qu'on peut aussi transmettre tout ce qu'on ne veut pas. Si c'est pas bien réfléchi, non mais c'est clair. Enfin, moi, j'ai vraiment en tête certaines entreprises, bon, je tairai le nom, dont l'uniforme est un peu flasque, un peu une espèce de gilet. Ça dévalorise la personne qui la porte, et je trouve que c'est raté comme costume d'entreprise. Vous savez, petite anecdote, nous, il y a beaucoup de parcs qui sont venus de France ou d'Europe voir nos tenues, et qui travaillent maintenant à avoir aussi leur propre tenue qu'ils ne l'avaient pas avant. Donc c'est amusant comme le Puy du Fou a créé une mode dans le monde des parcs à thème, etc. Mais c'est pas seulement une mode, c'est parce que c'est un vrai intérêt pour tout le monde. Ils l'ont vu, comme vous l'avez vu. On va mettre un dress code aussi à la grande émission. Oui, pourquoi pas. Pas sûr. Merci Laure. Vous pouvez retrouver évidemment Laure à l'atelier de l'image. Vous avez ses coordonnées qui s'inscrivent sur l'écran. Vous pouvez la contacter directement pour des conseils en images, justement. Leslie, assurance vie. Oui. Vous êtes très assurance vie. Mais oui. Vous avez envie qu'on classe. Mais non, mais c'est clair. C'est ça. Là, le dossier s'est terminé la semaine dernière. Et c'est vous qui l'avez eu, etc. Et en fait, vous vouliez, c'est de l'autopromo. C'est ça. Ok. Alors, voilà, je suis trop forte. C'est tout. Allons-y. Donc, mon histoire. Oui. Donc, un adhérent qui est venu nous voir pour nous expliquer qu'il avait souscrit une assurance vie donc en 1975. Ça date pas d'hier. Donc, c'était une assurance vie qui durait 30 ans. Donc, elle se terminait en 2005. Tout le monde suit, ça fait peur. Oui, 2005, pardon. Moi, j'ai le truc sous les yeux, en plus, je vois même pas. Donc, s'étonnant de ne rien avoir, alors, il s'en est étonné largement plus tard. Ça devait être en 2014, mais en fait, pour la petite histoire, tous ses frères et sœurs avaient souscrit la même chose et du coup ils se sont tous... Donc il s'est réveillé un peu plus tard que 2005, c'est ça? Voilà, récemment, 2014. Ah oui, pardon. 2014, oui. Je ne suivais pas. Donc il appelle l'assurance, puisqu'il se dit, mince, j'ai pas eu mon versement, quoi. Il appelle l'assurance et l'assurance qui lui affirme que le versement a bien été effectué. Donc en 2006, début 2006. D'accord. Il lui adresse même une copie du chèque, qui est effectivement... Mais il n'a pas vu passer le chèque. Son nom, prénom... à son nom et à son prénom. Mais lui n'a pas de trace de ce chèque. Il ressort, ses relevés bancaires, j'ai jamais eu ce chèque. D'accord. Donc, il est venu nous consulter. Nous avons adressé un courrier recommandé avec accusé de réception. Ça faisait longtemps. À l'assurance en demandant des précisions sur l'adresse à laquelle le chèque avait été envoyé et sur la banque qui avait encaissé le chèque. Donc là, l'assurance nous oppose le secret bancaire, qui est tellement pratique, pour ne pas procéder à des recherches plus poussées. Ouais, d'accord. Donc, après plusieurs courriers, l'assurance finit par nous adresser l'adresse qui n'était pas celle de notre adhérent, aux surprises. Donc là, en argumentant que... dans ce cas-là, en argumentant comme quoi l'adhérent n'avait pas déménagé depuis plus de 37 ans de son adresse, qu'il y avait eu des échanges, parce qu'ils envoient des espèces de petits timbres pour prouver que... on est toujours à la bonne adresse ? Ah non, souscription, pardon, oui, bien sûr. Oui, parce qu'au niveau des assurances vie, vous payez tous les ans, forcément, et vous recevez un petit timbre, enfin à l'époque, comme quoi vous êtes bien à jour de votre assurance vie. D'accord. Et il avait reçu des timbres donc, à sa nouvelle adresse. Donc l'assurance ne pouvait pas dire non, j'ai pas été au courant de la nouvelle adresse. Et donc là, après plusieurs mois et plusieurs courriers, l'assurance a accepté à titre tout à fait exceptionnel de rembourser notre adhérent de la somme due. Voilà. La somme due, c'était combien ? On était sur 700 € plus du coup les intérêts, puisqu'ils ont compté des intérêts, donc on était à 150 €, donc on n'est pas sur un dossier énorme. Non, mais moi, il m'a fait bien plaisir. Voilà. Et le premier chèque qui avait été encaissé, c'est quelqu'un par un homonyme. Ah, c'est pas vrai. Donc, parce qu'effectivement, le monsieur en question, c'est incroyable. Voilà, il y avait un homonyme qui a encaissé le chèque à sa place. Qui donc a dû rembourser ou il y avait alors qu'est-ce qui se passe pour l'homonyme ? Ah non, il y avait prescription. C'est-à-dire que l'homonyme, il n'a même aucun contact, rien du tout, pas de cette somme. Non. J'avais même essayé de le retrouver, mais j'avais pas réussi à le retrouver. Parce qu'on aurait pu lui demander confirmation qu'il avait bien reçu le chèque et tout ça, mais non, là on n'avait pas retrouvé. D'où l'idée de prendre contact avec Leslie à UFC Que Choisir. Elle vous résout tous les problèmes. Donc voilà. On essaye. Non, mais au moins vous donnez conseil surtout. Oui. Voilà. Le numéro évidemment du UFC Que Choisir à La Roche-sur-Yon s'inscrit sur votre écran. Vous pouvez la contacter de notre part. Bien sûr. Dites vous venez de la part de Laure ou d'Adèle et elle se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci Leslie. On va terminer tranquillement cette émission sur le Puy du Fou. Alors moi dimanche, donc je suis allée au Puy du Fou.
pas d'anneau. J'ai pas vu l'anneau de Jeanne. Alors, on ne peut pas le voir, c'est ça, Nicolas? Pour l'instant, on ne peut pas le voir parce qu'on est encore en procédure. Ouais. Oui, c'est une sorte de procédure, en tout cas, qui est en cours, qui a été lancée par l'Angleterre. Parce qu'en fait, il s'est passé la chose suivante. Lorsque l'enchère a eu lieu, nous, on s'est inscrit 24 heures à l'avance. Pourquoi? Pas pour faire les malins, mais tout simplement parce qu'on n'était pas au courant. Prévenu par votre avocat? On a été prévenu par un avocat, effectivement, qui suivait l'affaire, qui nous a dit, mais il y a l'anneau de Jeanne en vente. On est allé à ce moment-là s'inscrire à l'enchère, mais 24 heures à l'avance. Donc les Anglais ne nous ont pas vu venir. Et en fait, étaient inscrits à cette enchère des grandes maisons, soit de collectionneurs, soit de musées, tout simplement, qui étaient inscrits par des intermédiaires. Bon. Et lorsque nous avons doublé tout le monde à l'enchère, ça a été la grande surprise en Angleterre. Parce que nous ne l'avons pas vu tout de suite, nous, le Puy du Fou, parce que naïvement, on a ramené l'anneau avec... À 380 000 €. Hein. Voilà, c'est ça, avec beaucoup de joie, parce qu'on a... Alors, on l'a pas acheté tout seul, on l'a acheté grâce à 150 donateurs. Enfin, maintenant, il y a même 200 donateurs, donc c'est vraiment colossal. Puy du Fou Espérance et... C'est-à-dire notre fonds de notation qui a recueilli tous les dons et qui a permis qu'on puisse acheter l'anneau. Donc, ça a été une aventure incroyable. Quand on a ramené l'anneau, on était loin de se douter, nous, que les Anglais étaient plus que furieux, en fait, parce qu'ils n'avaient pas vu la chose se faire et qu'ils ont vu cet anneau, qui est un trésor national potentiel, en tout cas, leur échapper. Donc, en fait, ils avaient bien l'intention de mettre la main dessus pour les musées. Donc c'est là où ils ont lancé une procédure. Cette procédure dure depuis maintenant plusieurs semaines, selon laquelle il faut qu'on ramène l'anneau en Angleterre pour qu'il puisse être quand même analysé et peut-être déclaré trésor national anglais. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Oui, mais excusez mon scepticisme, mais je ne peux pas me dire que votre avocat à l'époque ne vous a pas tenu au courant de justement toute cette procédure, le fait que ça peut revenir, etc. Tout simplement parce que quand notre avocat nous a alerté de cette procédure que les Anglais lançaient, en fait, ils ont utilisé de manière un peu détournée un règlement européen. Le règlement européen, en gros, dispose qu'un bien culturel il doit rester dans l'Union européenne. Tout à fait. Ou alors, s'il en sort, il fait l'objet d'une licence d'exportation. En l'occurrence, entre la France et l'Angleterre, les Anglais savent bien que nous sommes bien dans l'Union européenne. Donc, il n'y a pas, le règlement ne s'applique pas en l'espèce. Mais simplement, ils ont invoqué ça en disant oui, mais il y a quand même une loi britannique qui invoque ce règlement pour dire que, voilà. En réalité. Comme vous le comprenez, je suis assez serein parce que je pense que juridiquement, les Anglais ont un fondement qui est un peu léger. Et ensuite, je dirais simplement, sans vous en dire plus à ce stade, que nous discutons avec, pas simplement avec les autorités, je dirais, judiciaires de l'affaire, mais aussi avec des autorités plus diplomatiques, disons. Voilà, donc, ce qui veut dire, au final, donc, pour l'instant, l'anneau n'est pas visible, il le sera. L'anneau sera visible à un moment que je ne connais pas encore, qu'on ne peut pas encore annoncer, parce qu'il faut que cette procédure soit close, de manière certaine, pour éviter que nos amis anglais cherchent à saisir l'anneau. Voilà. Donc, c'est presque, on est revenu à la guerre de 100 ans, on est d'accord. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout ça se passe au Puy du Fou, c'est quand même assez marrant. Mais alors justement, pourquoi garder l'anneau au Puy du Fou? Pourquoi, par exemple, ne pas le mettre dans un lieu beaucoup plus public? Par exemple, je pense à l'historiette de Jeanne d'Arc à Rouen, par exemple. Mais parce qu'il fallait que l'historiette de Rouen l'achète. Soit à l'origine, mais après, attendez, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un accord avec l'historien en disant, et le Puy du Fou en disant, voilà... Oui, mais vous savez, nous on s'est fixé une mission de manière un peu rapide et instinctive, c'est celle de ramener l'anneau pour le rendre aux Français. Bon, nous allons le mettre dans un lieu qui sera accessible de telle sorte que tous les Français qui veulent le voir puissent le voir. C'est ça l'objet, et je dirais, c'est ça notre mission, la mission qu'on s'est fixée nous-mêmes et qu'on doit aux Français. Mais d'une certaine manière, si un historial ou un musée voulait l'anneau, il avait qu'à se présenter à l'enchère. C'est un peu facile de laisser le Puy du Fou investir de l'argent, c'est quand même une somme, des donateurs, etc., alors qu'aucune institution publique ne s'est véritablement mise en mouvement pour essayer d'acquérir. Voilà. Au Puy du Fou, vous faites déjà référence à Jeanne d'Arc, et notamment dans Le Secret de la Lance. Exactement. Est-ce que l'anneau, quand il sera visible, pourra engendrer un spectacle dédié à Jeanne d'Arc? Alors, c'est marrant parce qu'on nous pose souvent la question. Alors, mais moi je pense pas. Je pense que l'anneau peut avoir peut-être une place dans un scénario un jour. Oui, mais dans un scénario peut-être existant, peut-être. C'est-à-dire que l'anneau pourrait être dans un spectacle. Pas l'objet lui-même, mais le principe. Oui, il pourrait entrer dans cette histoire-là. L'idée que l'anneau est là. Qui est le secret de la lance, par exemple. Mais parce que le secret de la lance évoque comme un personnage de second plan Jeanne d'Arc, mais qui est quand même un personnage important. Donc pourquoi pas imaginer que l'anneau joue un rôle dans le scénario. Voilà. Mais ça, on en est là, et pour l'instant, on boit un petit pastis et on parle de ça. C'est tout. Un petit pastis, ça va pas être une bière anglaise. Très bien, c'est déjà la fin de cette émission. On aurait encore 10 millions de questions à vous poser. J'avais juste une dernière question, une explication de texte à vous demander, Nicolas Devier. Vous avez dit dans le Figaro, le Puy du Fou n'offre pas aux spectateurs ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on offrait
Si on offrait aux visiteurs ce qu'ils aiment, on offrirait ce que, par exemple, toute télévision grand public offre, donc les émissions de toutes sortes de variétés, etc. On offrirait ce qui est à la mode, ce qui est dans le vent. Pour nous, il n'y a que les feuilles mortes qui sont dans le vent. Et donc, nous sommes plutôt dans une logique qui consiste à dire, eh bien, nous sommes capables de faire un spectacle avec de la musique classique qui s'appelle Les Orgues de Feu. Les ados, puisque les ados sont toujours la cible privilégiée de tous les gens de marketing, ce qui n'est pas notre cas, mais adorent. Les jeunes enfants adorent, les parents adorent, toutes les générations, en gros, adorent. Donc, je veux dire, on leur offre ce qu'ils pourraient aimer. C'est-à-dire, ils ne s'y attendent pas, mais quand on leur offre, ils disent, mais finalement, c'est génial. C'est ça la force du Puy du Fou. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes des leaders dans la manière de proposer aux... Vous êtes d'accord, Laurent Albert ? Bien sûr, sinon on n'aurait par exemple pas fait le dernier panache. D'accord. Voilà. C'est déjà donc la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Très belle saison, c'est ouvert jusqu'au 25 septembre, je ne l'ai pas dit. Allez-y, allez voir le dernier panache, c'est vraiment bien foutu, bien foutu. Très belle saison à vous et à la Ciné au Grand Parc. Merci les filles, on se voit la semaine prochaine. Et moi je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.